We start the next talk. It's by Martin Vigo. Alors, on va commencer la prochaine conférence avec Martin Vigo, qui est Product Security Lead à Research Lab. Responsible for mobile Et security. il est responsable de sécurité mobile, l'identité et l'authentification. So he helps people Alors, il aide les gens à concevoir et sécuriser des systèmes et des applications. He has worked on stuff like Et il a bossé sur des sujets comme casser les les gestionnaires de mots de passe ou exploiter le FaceTime d'Apple pour créer un espion, un programme espion. So give him a warm applause for his Alors, talk. beaucoup d'applaudissements pour la présentation de Martin. All right. Bonjour. Check, check. Okay. Ok. Thank you for joining me in this. Merci d'être là avec moi. Je suis très content de vous présenter ça aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je viens à la conférence, donc je suis super excité. L'année dernière, j'étais avec vous là, et aujourd'hui, je suis ici. Donc, ça, c'est moi. Donc, c'est moi à 9 ans, avec un Amstrad CPC. Un Amstrad CPC, donc, qui a eu cette machine avant? Il n'y a qu'une seule main qui s'est levée. Il a été vendu en Europe, je crois. Je jouais à un jeu dont je n'ai pas eu le nom, je suis désolé. Si vous aimez les abandonnoirs, en tout cas, vous pouvez le retrouver. C'était vraiment un des meilleurs jeux du monde. Comme toute recherche, il faut d'abord regarder ce qui a été fait par le passé. On peut apprendre sur beaucoup de ce qui a été fait par le passé. Donc, moi, je suis remonté jusque dans les années 80 pour comprendre comment les freakers du début de la scène hacker, comment est-ce qu'ils faisaient pour hacker les systèmes de messagerie vocale. Je peux vous résumer ce que j'ai appris en 5 paragraphes. Alors voilà des choses que j'ai eues de magazine Frac, par exemple. Alors comment hacker les machines, des répondeurs téléphoniques? Voilà le paragraphe que j'ai extrait, c'est que on peut entrer des combinaisons à 2 chiffres jusqu'à ce qu'on trouve sur la bonne. La façon la plus facile de faire ça, c'est le fait que les machines, que ces machines-là ne cherchent pas à trouver ne gardent pas les mauvaises réponses, mais ne cherchent que à trouver les bonnes. Donc si on rentre par exemple 1, 2, 3, 4 pour un pin de 2 chiffres, il ne va pas gérer 1, 2, 3 et 4, il va gérer 1 et 2, mais aussi 2 et 3. Donc en gros, il n'en garde que 2 à la fois. En fait, pour hacker les machines de répondeurs, des choses des années 80-90, il y a une séquence qui permet de couvrir absolument toute la séquence à 2 chiffres. Donc on peut entrer d'un coup une combinaison qui permet de tester tout l'espace de clés. J'ai aussi appris d'un tutoriel à l'époque qui avait des mots de passe par défaut à l'époque. Quelle surprise! Mais aussi on a des tendances à faire des erreurs aussi quand on est humain et qu'on choisit des codes. Donc on fait les 1111, 9999, etc. Et un autre truc que j'ai appris des années 90, c'est que c'était une façon le fait que certaines lignes vous préviennent qu'ils vont vont vous faire payer d'une certaine manière. Donc, désolé pour le délai. C'était ce qui permettait entre autres de faire par exemple des appels à distance où les autres nous appelaient et où on ne payait pas l'appel en sortant. Dans les années 80, on avait des pins par défaut, des pins communs, des pins qu'on pouvait brute forcer. Concernant la sécurité des systèmes de messagerie aujourd'hui, j'ai regardé la sécurité des fournisseurs américains et également allemands, puisqu'on est aujourd'hui en Allemagne. Donc, tous les fournisseurs américains ont des pins à 4 chiffres. Et pour la plupart d'entre eux, ce sont tout simplement les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Concernant l'Allemagne, par exemple, pour Vodafone, ce sont les 4 derniers numéros de votre numéro de client. Pour Télécom, ça pourrait être par exemple les 4 derniers numéros de votre numéro de carte. Pour O2, on a
PIN par défaut qui serait 8705. So, voicemail security today when it comes to common pins. La sécurité des messageries aujourd'hui concernant les PIN, About people choosing pins for the j'ai consulté there was a lot of des recherches qui ont été faites en 2012 from this research, and basically to summarize et ce qui ressort de cette recherche, that, for example, by trying the top 20 en essayant you have a 22% chance. les 20 pins les plus communs, on a 20 pour, For every fourth un fort pourcentage de chances de tomber sur le bon. pin from their voicemail system, I will get it right every fourth person. There are C'était à peu près 22%. Donc c'est-à-dire qu'une personne sur 4, on aura le bon PIN. who start by 19. Donc et beaucoup de pins commencent par... il y en a beaucoup de pins aussi qui commencent par 1, 9. Qu'il y en a un qui commence par ça dans la pièce. Allez, levez les bras. Here, right? Ok, c'est l'année de naissance, n'est-ce pas? C'est assez commun de choisir son année de naissance pour le faire. In the 20th century, Pour les gens qui sont nés dans les années... Dans le 20e siècle, c'est assez classique de choisir ça. same thing. German, Concernant les mots de passe brute forçable, it accepts 4-digit pins, which Euh, we'll see later is just not enough. que ce soit pour les États-Unis ou l'Allemagne, All the carriers accept concatenation of payloads. So in this on peut essayer plusieurs PID à la fois et les combiner. Et on n'a même pas besoin d'attendre d'attendre un message d'erreur, en fait, on peut les combiner. 3 pins at a time. Donc, Usually carriers on peut par exemple essayer 3 pins à la fois, enfin à la suite, purposes, but we will take advantage of that. et on peut en profiter de ça. Everything that I learned from the 80s, Donc avec tout ce que j'ai appris des années 80, a problem today, I decided to write et après avoir vérifié que c'était encore un problème actuel, system fast, cheap, easy. j'ai développé un outil qui permet de... So fast. I use Twilio. De profiter de Who's ça. familiar with Twilio here? Donc Some of you. So Twilio ça utilise les API de Twilio interact with phone calls. You can make qui permettent d'interagir programmatiquement avec des appels téléphoniques. in order to brute force pins. It's cheap. The entire Euh, 4-digit key space costs On 40 peut... C'est 100%. bon marché car on peut par exemple pour $40 environ tester l'entièreté des combinaisons à 4 chiffres. So one every two. Et on a, pour $5, on a 50% de chance de tomber sur un bon PIN à 4 chiffres. That's why I want to brute force the pin from everyone here, according to data genetics. And in this case, according to the fact that there is default pins, I'm not going to ask how many of you have a O2 now that they know there is a default pin to their voicemail system. But it will be more Si je veux trouver le mot de passe de quelqu'un, ce sera difficile, mais si je veux trouver si je veux chercher dans toute la salle, ça me permettra déjà d'avoir pas mal de bonnes utilisées. Donc je ne vais pas demander ici à qui est sur O2 parce que vous savez maintenant qu'on peut assez facilement savoir quel est le dernier. Mais bon, donc ceci est un outil automatisé qui permet de trouver assez rapidement. Il y a quelques paramètres à gérer, mais dans l'ensemble, ça permet d'aller très vite. from data genetics to favor the pin. J'utilise les données de data genetics, donc qui me donnent des idées sur quels sont les pins les plus utilisés. Most important here is Mais la chose la plus importante ici, c'est la détection. Mais parce que pensez-y, pour que je puisse tester, il faut d'abord que je vous appelle et que ça aille sur votre répondeur. Donc c'est le plus dur. Ça, en tout cas, ça pose une question là. Parce que je voulais faire beaucoup d'appels et ces différents pins, comment est-ce que je peux interagir avec votre répondeur sans forcément vous appeler vous. J'ai essayé 3 appels simultanément et donc le troisième aille directement au répondeur, mais ça marche pas très bien. On peut aussi utiliser d'autres techniques. Par exemple, tweeter quand les gens aiment bien tweeter qu'ils vont aller dans un avion ou prendre sur un voyage, on peut le savoir et donc à ce moment-là on peut les appeler parce qu'on sait qu'ils seront hors réseau. Ça, c'est des situations dans lesquelles l'appel ira directement sur le répondeur. you can use HLR database to find On out peut utiliser les bases de données DHLR, donc les réseaux mobiles, pour savoir quelles cartes, pour les numéros qui sont plus utilisés, mais qui sont les cartes SIM qui sont plus utilisées, mais les numéros sont encore existants. and they provide services that allow you to know if a phone is Et il y a active. d'autres services qui permettent de savoir s'il y a un téléphone qui est connecté à une cellule en temps réel. On peut également utiliser ça. Also use Class 0 SMS, which give you feedback. It's basically Donc, il y a un autre type de SMS, les SMS, les SMS qui ont des priorités plus élevées et qui s'affichent sur un écran, mais on a aussi un retour pour savoir si les SMS a été affiché à l'écran. Donc ça permet de savoir si le téléphone est dans le réseau. Mais je voulais une méthode sans faille. So instead Donc, of me calling you, Donc j'ai trouvé une autre solution. Plutôt que de vous appeler vous, j'appelle un de ces services qui est affiché ici. Et ensuite j'appelle j'entre le numéro de la victime et pour avoir directement le répondeur de
de la victime. Et donc ça permet d'arriver directement à l'entrée du PIN. Alors, aux États-Unis, c'est un peu un secret que j'ai dû trouver en cherchant Google, mais en Allemagne, ça a l'air d'être moins secret entre les codes régionaux et et les différentes choses. Ça me permet d'aller directement sur le répondeur, en fait. Qui savait ça quand en Allemagne, on pouvait faire ça directement? Ok, c'est ce que je pensais, c'est qu'ici, c'est pas vraiment quelque chose dont les gens se fichent. Aux États-Unis, c'est beaucoup utilisé pour laisser des messages directement de la part de spammers, des gens qui veulent faire des arnaques, etc. Donc, Voicemail Cracker utilise ces numéros dérobés pour appeler de manière non indétectée. Je ne sais pas si vous appelez, que vous soyez hors réseau. Aux États-Unis, c'est super pratique. Parce que quand je veux lancer plein d'appels, la ligne devient surutilisée même quand elle est hors ligne. Alors que ces systèmes-là, comme ils sont censés être utilisés par tout le monde, ces numéros-là ne sont pas débordés. Et donc je peux vraiment faire des dizaines et des dizaines d'appels et ça n'échoue jamais. Mais vous savez, certains des fournisseurs d'accès, ils mettent des protections contre des attaques brute force. Et j'ai regardé les fournisseurs allemands, par exemple Vodafone, ils remettent le mot de passe, le PIN de 6 chiffres à 0. Donc en fait, je peux essayer d'envoyer plein de numéros de ces SMS à votre téléphone, mais ça ne fonctionnera pas. Je pense que c'est une méthode assez efficace d'ailleurs contre le brute force. Deutsche Telekom empêche après 6 appels par rapport à l'identifiant de l'appelant, n'empêche d'accéder. Donc ça bloque aussi. Et pour eux deux, ça connecte directement au service client. Et j'ai entendu quelqu'un me parler au téléphone en allemand et mon allemand est pas très bon, quoi. Je voulais être capable de contourner ce problème. Donc je regardais pour Télécom. J'imagine que ça bloque. Je pensais que ça bloquait l'identifiant de l'appel. Mais avec Twilio, en fait, on peut appeler, on peut choisir, on peut acheter des identifiants. Donc en fait, c'est assez simple, c'est très simple de faire de la randomisation, d'utiliser des numéros aléatoires et contourner la protection contre le brute force. Donc Voicemail Cracker gère également le fait de rendre aléatoire l'identifiant de l'appelant. Donc première démo. Donc comme vous pouvez le voir, à gauche ici, on a le téléphone de la victime et à droite l'outil. Et donc qu'on va utiliser avec l'option brute force qui me permet de brute forcer le code PIN avec des options différentes telles que le fournisseur où on va mettre une charge utile adaptée à ce fournisseur. Donc dans ce cas, on utilise un numéro dérobé parce que c'est plus efficace. Donc dans ce cas, j'ai utilisé le choix des pins les plus fréquemment utilisés. Donc, comme on peut le voir, l'outil teste 3 pins à la fois. Et comment pensez-vous que je détecte si le pin que j'ai essayé était correct? Des idées? Déconnexion, raccroché. En fait, je peux regarder la durée de l'appel. Parce qu'en fait, si le PIN est mauvais, l'appel est directement raccroché et ça met toujours la même durée. Donc, j'ai pas besoin de traiter du son par la suite ou quoi. J'ai juste besoin de la durée de l'appel. Et si ça dure plus longtemps que d'habitude, c'est que le PIN était le bon. Donc là, on sait que un des pins affichés était le bon. Et ensuite, pour savoir lequel est le bon, on les essaie un par un, tout simplement. Et celui qui prend plus longtemps qu'il devrait, c'est le bon. Puisque... et donc, on se rend compte que le bon PIN, c'est 1983. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, en fait,
Donc oui, donc c'est vrai que les gens généralement s'en fichent un peu du PIN de leur répondeur. Si je vous demande ici qui même connaît son numéro, les gens s'en fichent un peu. Pourquoi? Nous on s'en fiche. Et vous allez vous demander peut-être pourquoi, qu'est-ce que je fais moi au CCC ici avec toutes ces présentations incroyables à vous parler de ça. Mais en fait on s'en fiche, mais on a une porte ouverte pour parler de ce problème, donc on se fiche et qu'on ne connaît pas généralement. La majorité des gens ne se rendent pas compte ne se rendent pas compte qu'on peut en fait remettre à zéro un mot de passe par un appel téléphonique. On sait qu'on peut le faire par email, parfois peut-être les gens le savent par SMS, mais les gens ne savent pas en général, ne savent pas qu'on peut le faire par la voix. En fait, il y a cette possibilité qui est offerte parce que certaines personnes disent qu'ils ne pourraient pas pouvoir recevoir des SMS. Et donc c'est quelque chose qu'on va essayer de prendre, qu'on va utiliser à notre avantage. Parce que ça veut dire que si je vais sur un service, que je mets votre nom, votre numéro de téléphone et que j'ai un appel et que je peux récupérer votre appel sur le répondeur, je peux remettre à zéro votre mot de passe. Et je sais que vous n'allez pas répondre au téléphone. Et je sais qu'avec l'outil que j'ai, vous n'allez pas avoir accès à votre mot de passe, votre nouveau mot de passe. Donc moi je vais pouvoir enregistrer la voix qui va dire le code qui permet de remettre à zéro votre compte et après ça je pourrai avoir accès à votre compte. Ah. Alors à quoi ressemble le vecteur d'attaque? On brute force le numéro en utilisant des numéros dérobés. Alors, ça faut être sûr que l'appel légitime, lui, aille bien sur le répondeur. Il faut être sûr à ce moment-là que la victime soit pas connectée à ce moment-là sur une des méthodes que j'ai décrites avant. On commence la remise à zéro du mot de passe avec la fonction appelez-moi. Et après ça, on écoute le message écouté, le message enregistré. Et après, c'est la partie où on fait du profit. Donc, on fait une petite démonstration sur comment craquer WhatsApp. Alors, à gauche, voici mon numéro avec mes groupes privés. Et à droite, je suis juste sur un émulateur Android que j'ai installé et j'ai installé le paquet qui convient. Donc vous allez voir à votre gauche, donc de nouveau, à votre gauche, la victime, à droite, mon émulateur pour faire mon attaque. Vous allez voir que je vais utiliser mon outil avec le payload message. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je mets le téléphone de la victime en mode avion, donc il est hors ligne, et j'ai réussi à le détecter d'une façon ou d'une autre. WhatsApp vous envoie un message pour vérifier que vous voulez rejoindre le groupe. Et si vous ne répondez pas dans une minute, ça vous donne une option pour appeler. Donc c'est exactement ce sur quoi j'ai cliqué. Donc maintenant WhatsApp appelle la victime qui est en mode avion, parce qu'il est dans un avion ou quelque part hors du réseau. Et j'utilise Voicemail Cracker avec l'option message pour automatiquement récupérer le dernier message. Avec l'outil, va me fournir ça. Et la dernière option que vous pouvez voir, c'est le PIN, parce qu'on l'a déjà eu avant. Donc là, voilà, on le récupère. On va voir. Donc c'est une démo enregistrée, mais ça devrait fonctionner. Et on va voir, ça devrait contenir le code. Maintenant, on a l'URL pour le message. On écoute. New message. Your verification code is Nouveau message. Votre numéro 3619 Your AI. verification code is 365915. Your verification. Bref. Et voilà, c'est aussi simple. Et là, on vient de donc prendre contrôle du WhatsApp de la personne. Voilà, je vais un peu plus vite pour vous montrer, mais c'est l'idée. Merci. Je veux quand même montrer du doigt le fait que le système de sécurité de WhatsApp est bien fait. Et notamment, vous ne pourriez pas voir les messages reçus précédemment, mais par contre, vous pourriez voir ceux qui seront reçus par la suite. Alors, est-ce que c'est fait là? Pas encore tout à fait, parce qu'il y a encore d'autres. Les chercheurs ont montré qu'il y avait encore des choses qui étaient faites. Enfin, il y a eu des choses dans le passé qui montraient que ça fonctionnait pas complètement. Il y a encore des choses qu'on peut faire. Donc, quand on reçoit un appel qui vous donne un code temporaire, ça ne vous.
En fait, en vrai, ça vous le donne pas directement. Il faut entrer des keys, des touches sur le téléphone. Voilà. Parfois, il faut toucher, il faut appuyer sur une touche particulière pour obtenir le message. Parfois, par exemple, PayPal vous demande d'entrer un code spécifique pour avoir le mot de passe. Il faut d'abord entrer un PIN pour, après ça, pour avoir accédé à la remise à zéro de son PIN. Donc, je vais vous demander de l'aide ici. Est-ce qu'on peut ici choisir, de recommander un mode de protection qui permet d'éviter ce genre d'attaque? Alors, le premier indice, c'est... Alors, vous êtes peut-être familier de cet objet de ce réel Cap'n Crunch. On remonte aux années 80 et ce sifflet était utilisé qui permettait de générer une fréquence particulière qui se trouvait être la bonne pour générer des appels téléphoniques gratuits à l'international dans les années 80, une méthode de freaking de l'époque. Et la deuxième chose, quand j'ai fait la checklist, j'en ai sauté une. Donc, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut... j'ai sauté le passage où vous disiez que le message d'accueil était en fait un vecteur d'attaque. Mais comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pardon, ouais. On peut enregistrer des fréquences de touches de téléphone, des DTMF, comme message d'accueil. On pourrait utiliser ça, quoi. C'est exactement ça qu'on va faire. On va enregistrer comme message d'accueil les touches DTMF que le système attend comme entrée, et ça marche à chaque fois. Et ce qui est vraiment excellent pour nous tous qui comprennent et qui apprécions la technologie comme ça et qui sommes de cette approche. Donc, je demandais comment cette approche, cette protection fonctionnait. Et il me disait, il faut entrer une code et après ça vous envoie un mot de passe. C'est pas vraiment vrai. Mais en fait, il faut fournir un son spécifique qui est celui que le système attend. Et c'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'il faut appuyer sur une touche. Parce que si je dis il faut appuyer sur une touche, ça veut dire qu'il faut physiquement avoir accès à la touche. Si vous dites il faut fournir un son, eh ben, ça ne demande pas effectivement un accès physique à la machine. Dans ces cas-là, c'est pour ça que le fait les hackers sont tellement cool, parce qu'on comprend ce genre de différence et donc on peut faire une nouvelle attaque. Nous avons une étape supplémentaire qui nous permet de capter le message qu'on a reçu de PayPal, et notre outil permet de faire ça plus facilement qu'avec PayPal. À la gauche, on a le mécanisme de brute force, et à cette fois, à la droite, nous avons le password reset pour le compte. On va changer le mot de passe. On va choisir l'option de appeler avec un code temporaire. Par contre, PayPal, cette fois, vont nous mettre un code sur l'écran qu'on doit taper dans notre téléphone. Ici, on utilise l'option Greeting. Ça nous permet d'entrer un payload, un message qu'on arrive à enregistrer, qui est 6535. C'est très simple pour ce démo. Et je rentre 6353. Cet outil, maintenant, va connecter à la système de la boîte vocale, interagir avec le système et enregistrer les codes DTMF selon notre code et l'enregistrer comme nouveau message vocal. PayPal va maintenant rappeler suite à ma demande et ils vont pouvoir compromettre le compte de PayPal. On arrive à remettre un autre mot de passe qui est à nous à ce fois. Merci. Alors, je vous ai montré quelques services vulnérables. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, du coup, on va aller un peu plus vite. Et on va regarder les top 100 services. Il y a PayPal, Instagram, Snapchat, Netflix, eBay, LinkedIn, Facebook. Il y a les certifications de 2 facteurs pour la plupart des services majeurs. Et on arrive à utiliser le numéro de téléphone pour s'enregistrer sur beaucoup de services. Par exemple, WhatsApp ou d'autres services similaires. Ou Twilio, par exemple. C'est un service qui est vraiment cool. Et c'est possible de capturer
un numéro de téléphone pour envoyer des messages à votre part, faire des appels à votre part d'une manière légitime parce que vous avez capturé le numéro. Google Voice aussi, c'est possible de authentifier votre numéro de téléphone par notre méthode de triche. Et il y a des autres services. J'ai regardé des autres services. J'ai trouvé à San Francisco, c'est très commun. Quand les personnes veulent rentrer dans votre maison avec un système d'intercom, ils arrivent à taper sur votre nom pour sonner chez vous. Il y a beaucoup de bureaux aussi qui utilisent cette technique aujourd'hui pour les personnes qui arrivent et qui partent à la place d'avoir un système statique, ça travaille avec un téléphone. Ma chose préférée, c'est de parler par rapport au consentement. On pense par rapport aux avocats, on pense par rapport à ces questions difficiles. Et moi, j'ai trouvé ce service qui s'appelle Location Smart, qui n'existe plus. Il était récemment dans les journaux parce que Brian Krebs a créé un article vraiment excellent qui parlait de ce qu'il faisait. Mais maintenant, je vais vous faire écouter ce que Location Smart explique dans leur vidéo YouTube. L'écran que vous voyez là, c'est une démo qu'on a sur notre site. C'est locationsmart.com/try. Par nom, par mobile. Et ça me demande ma permission en appelant mon téléphone et ensuite ça me localise. Donc alors oui, je vais accepter. Je vais cliquer sur localiser. Et l'écran maintenant montre que ça va appeler mon téléphone pour avoir ma permission. That's a nice ringtone. Ah, jolie sonnerie. Bienvenue au service Location Smart. Appuyez sur 1 ou dites oui. Pour répéter, appuyez sur 2. Vous dites répéter oui. Bravo. Vous avez accepté la localisation. Donc, comme vous pouvez voir, ce site web... Ah, non, vous pouvez voir que ça avait mon autorisation. Donc il y avait une démo gratuite qui permettait de rentrer un numéro de téléphone, le bien-être évidemment, et on reçoit un téléphone, un appel, et après ça on accepte en appuyant sur 1 pour que d'autres gens puissent vous localiser. Et donc j'ai vérifié avec eux, on peut continuer à vous suivre jusqu'à 30 jours en temps réel. Donc maintenant, vous savez pourquoi il n'existe plus. Le shell libre, open source. Donc, et c'était avec l'autorisation des fournisseurs, hein, c'était pas un truc vraiment à l'arrache. Donc je voulais libérer le code pour que vous puissiez essayer et tester mon code et l'améliorer et permettre de faire des retours et qu'on améliore les services de répondeurs et pour qu'on les améliore. Mais je ne voulais pas fournir un outil qui marche directement et que n'importe qui puisse utiliser, commencer à brute forcer, que les gens puissent commencer à brute forcer les pins d'autres gens et qui avaient les mauvaises intentions, je pense. Donc j'ai enlevé l'option brute force. Ça permet maintenant juste de tester sur son téléphone. Ça teste les différentes options, le message d'accueil, les façons de compromettre les différents services, son propre téléphone, mais je vous donnerai pas le code pour faire le brute force pour les autres. Mais je vous laisserai le faire vous-même si vous voulez. Donc maintenant les recommandations. Alors du coup, mais ok, je sais ce que vous dites, mais quelqu'un vient avec toute cette paranoïa et vous dit toujours, ouais, mais en vrai, mais personne va m'attaquer moi j'ai rien à cacher. J'ai rien de ce type-là. Moi, je vais vous donner des raisons pour lesquelles vous devriez quand même en avoir quelque chose à faire de tout ça et pourquoi on devrait faire mieux. Est-ce que les fournisseurs doivent mettre des pins par défaut? Oui. Est-ce que le test de ces pins est rapide et automatisé, etc. Oui. Est-ce que la mise à jour des messages d'accueil possible? Oui. Est-ce que récupérer les messages à distance autorisé? Oui. Est-ce qu'il y a des descriptions de texte de la voix vers le texte? Donc ça me permet d'écouter vos messages, de les transférer en texte directement. Oui, ça c'est aussi vrai. Est-ce qu'on peut automatiser le fait de compromettre un compte? Bah oui, évidemment. Maintenant, on peut utiliser tous les outils qu'on a là. Il y a plein de choses qu'on peut faire en utilisant les API par exemple ou des lignes de commande. Donc ça va juste prendre un certain temps, mais ça va forcément arriver à un moment
où toutes ces étapes-là seront faites de manière automatisée et simple, et que les gens commencent à essayer différents numéros de téléphone jusqu'à automatiquement compromettre des services comme WhatsApp, comme PayPal, etc. On peut compromettre beaucoup de services et de téléphones sans rien faire en fait. Donc mes recommandations, ne pas utiliser les appels automatisés pour des raisons de sécurité. Si c'est possible, détecter les répondeurs quand le répondeur répond et les échecs à ce niveau-là. Alors, on espère que les opérateurs vont bannir les tonnes d'ATMF. Ce sont des messages qui sont envoyés par votre téléphone. Éliminer les accès à la formulaire de login. Vous ne devez pas avoir accès à votre boîte vocale sans avoir votre propre téléphone. Alors, désactiver le voicemail par défaut. Ça, ce sera une autre recommandation pour les opérateurs. Peut-être on peut apprendre à partir des opérateurs allemands. Il ne faut pas accepter multiples PIN en même temps. Il ne faut pas autoriser plusieurs appels en même temps. Des recommandations pour vous. Vous pouvez désactiver la boîte vocale pour vous-même. Mais il y a des backdoors qui permettent de réactiver ces boîtes vocales sans votre consentement. Il faut utiliser le PIN le plus compliqué possible et il faut éviter de donner votre propre téléphone à des services en ligne ou peut-être utiliser des services comme Google Voice qui vont permettre de vous avoir un autre numéro de téléphone que vous pouvez utiliser avec certains sites. Et moi, j'aimerais bien finir mon talk avec un slide qui nous donne une bonne idée de ce qui se passe. Et l'idée, c'est que l'attaque contre les boîtes vocales est un très grand problème et on a beaucoup de choses à faire pour résoudre ça parce que ça peut être utilisé pour exploiter certaines choses. Merci beaucoup. Thank you, Martin. We have time for questions. So if you have any Merci Martin, on a le temps pour quelques questions. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, des gens sur Internet qui ont des questions, mettez-vous, faites la queue derrière les micros. You've got it. Yes, you were black on the microphone too. So maybe you start and we take the question from Peut-être commencer et on prendra une question d'Internet après. Oui, alors j'ai une question. Vous avez mentionné que le téléphone devait être hors ligne. Vous disiez que la ligne devait être occupée. Donc, disons que j'ai déjà appelé la victime et donc la ligne est occupée. Et donc à ce moment-là, le répondeur entrera en jeu. Si vous voulez faire un appel et quelqu'un d'autre fait un appel en même temps, ce serait une façon d'avoir la personne à téléphone. Ça pourrait marcher, je l'ai essayé. Ce serait pas trop difficile, mais s'il y a deux appels, ça risque de vous prévenir qu'il y a un deuxième appel qui arrive. Vous aurez une notification. C'est ça que je voulais dire avec d'envoyer plein d'appels. C'est une des limites. Mais c'est possible par rapport à ce que vous dites de faire ça. Question d'Internet. Est-ce que les appels les appels pour remettre à zéro les mots de passe ne commencent pas à parler immédiatement? C'est pas la suite. We don't know, it's from the internet. Si les appels qui remettent à zéro les mots de passe se mettent à parler directement, ils ne sont pas utiliser ça. On croit que c'est la question. Alors, quelque chose sur le fait de pouvoir enregistrer et la durée du message. Je suis désolé, on n'a pas tout eu, mais en tout cas, il dit qu'on peut toujours utiliser les tonalités des TMF dans le message d'accueil. Vous avez parlé de la façon dont vous avez appris en lisant
how are they called and how do I find them? Comment s'appellent-elles et comment je les trouve? Et c'est la meilleure question que j'ai jamais eue. Comment trouver les zines de l'époque donc j'adore cette question parce que vous aussi vous voulez apprendre comment faire ça. Donc j'adore ça. Alors le site de FRAC est la meilleure ressource qu'on peut utiliser. Je pense que tout le monde sera d'accord. Alors cherchez juste FRAC Magazine et vous trouverez il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre dans leur contenu. Are there any others? Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On peut. Moi j'aime beaucoup Twitter pour avoir des nouvelles sur la sécurité. Donc c'est assez à jour. J'ai la version 140 caractères et je peux voir si je suis intéressé. Après ça, je peux aller voir plus loin. Mais vous pouvez chercher. Il y a d'autres gens de la sécurité à suivre. Vous pouvez faire une recherche. Meilleure personne à suivre en termes de sécurité. Genre Brian Krebs. Il y a d'autres gens comme ça. Et vous verrez, il y a aussi des blogs spécialisés, des choses comme ça. Thanks. Thank you. Merci. Your question, please. Hi. So Bonjour. for me, the solution is obvious. I just turned Donc, off my voicemail, but thinking about some relatives which are maybe too pour moi, la lazy or solution don't est care and évidente. still use two-factor authentication, I was thinking about could I easily adapt Mais your script to est-ce que je pourrais facilement automatically turn adapter votre script pour or generate random patterns? automatiquement... Pour moi, la solution évidente, c'est c'est désactiver ma messagerie. Mais est-ce qu'on peut faire ça pour les proches? Est-ce qu'on peut automatiser? On peut automatiser pour éteindre le PIN. Je ne sais pas si c'est possible. Pour éteindre le répondeur de proche, j'ai pas testé ça. Il faudrait probablement appeler le service client. Mais c'est une très bonne question. C'est vrai que ce serait bien de... Si on peut l'éteindre, on doit pouvoir sûrement pouvoir l'allumer. Donc on pourrait éteindre le répondeur de ses proches. Ouais. Est-ce que Twilio vous a banni ou découvert ce que vous avez fait? J'ai eu quelques mails, mais ils ont été très cool avec, je veux dire. J'aurais expliqué d'où je venais, comment j'approchais la question, ce que je faisais, je leur ai donné toute mon identité, j'ai pas caché quoi que ce soit. J'ai dû payer en fait pas mal de sous finalement à cause de tous les appels que je passais pour la recherche. Donc je leur ai rien caché du tout. Et ils ont détecté que je faisais beaucoup d'appels. Donc au volume, il y a de la détection. Mais Twilio n'est pas le seul service qui fait ça et on peut basculer d'un service à l'autre, mais se passer le temps entre lequel on utilise un même service, ce genre de choses-là. Donc. Vous avez parlé de rester non détecté en utilisant ces numéros dérobés. En Allemagne, si quelqu'un accède à votre boîte mail, vous recevez un SMS. Mais ça doit être possible de désactiver ça. Est-ce que vous êtes intéressé à cette question? Non, je n'ai pas regardé ça spécialement, mais c'est vrai que qu'on reçoit un SMS en Allemagne quand on a un appel. Je me demande, ce que j'ai essayé moi du côté allemand, je recevais un message quand quelqu'un m'avait laissé un message. Là, je crois que vous parlez de quand il y a eu un appel manqué. Ça, je suis pas certain. Ce que j'aimerais savoir, c'est se souvenir qu'on peut faire ça quand la personne est hors ligne ou sur un voyage, ou en voyage. Et donc ça, c'est une bonne façon pour lancer son attaque parce qu'elle n'aura pas les choses à temps. Mais on peut juste bien calculer son moment pour lancer l'attaque et au moment où elle aura les SMS, il sera de toute façon trop tard. Encore une question par ici. Merci. On Apple phones, we can activate with some kind of what they call visual voicemail. Would that prevent your attack to work? Dans certains cas, on peut activer ce qu'on appelle la messagerie visuelle. Est-ce que ça bloquerait votre appel? Non, en fait, non, je crois pas. J'ai lu sur d'un chercheur australien et il a vu qu'en fait, ça utilise derrière de l'IMAP, donc le protocole mail, pour certains fournisseurs. Il a été capable de lancer des attaques brute force parce que l'authentification était avec le même PIN que quand on se connecte par la voix, par le téléphone. Mais il a trouvé un fournisseur qui était vulnérable en utilisant le protocole de messagerie visuelle. Et j'ai suivi ces étapes pour voir si ça valait la peine d'en parler ici. J'ai pas trouvé que c'était vulnérable, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais j'ai pas trouvé que ça valait la peine d'en parler ici. Une dernière question.
What is your recommendation to American carriers Quelles sont vos recommandations envers les fournisseurs américains pour se protéger? J'ai mis une diapo pour en parler. Je crois que le plus important, vraiment, c'est regarder ce que font les fournisseurs allemands. Vraiment, j'aime bien ce qu'ils font. Je trouve qu'il y a des choses très sensées qu'ils font. Vous envoyez des SMS pour vous prévenir quand si quelqu'un vous a testé 6 fois le mauvais PIN, remettre à 0. On a un accès physique à quelque chose de physiquement verrouillé. On pourrait utiliser ça. Mais on pourrait essayer d'avoir accès à ça, mais bon, ça serait plus vraiment une attaque à distance. En tout cas, vraiment clairement détecter les attaques par brute force et les arrêter, les éteindre. On sait que les identifiants d'appel, les caller ID, ça ne marche pas très bien parce que j'ai été capable de m'en servir. On peut même normalement détecter si on appelle des téléphones, on peut détecter si c'est un téléphone réel ou virtuel. Donc on pourrait utiliser ça. Ça pourrait être un drapeau rouge dans l'affaire. Mais j'imagine qu'un gouvernement pourrait utiliser ça. Il y a l'option de... On peut essayer après ça, oui, quand on est un gouvernement, on peut avoir accès, mettons, à 3300 téléphones et des cartes SIM, mais on peut faire les appels depuis des vrais téléphones, etc. Ah oui, et puis il y a toujours l'attaque par le message de bienvenue du répondeur. Merci Martine. J'ai jamais fourni aucun numéro de téléphone à des services en ligne et maintenant je sais pourquoi. Merci encore. Voilà, et merci en tout cas d'avoir suivi cette traduction en français qui était parfois un petit peu difficile.